Alors, bienvenue tout le monde à ce lancement de la coalition Partenaires pour un Québec français, qui est en préparation depuis environ une année et qui regroupe des organisations nationales, des syndicats et les organismes de promotion du français. Je vais vous présenter les gens qui participent à cette conférence de presse. Pierre Saint-Germain de la FAE, Fédération autonome de l'enseignement. Monsieur Jacques Letourneau, président de la CSN, la Confédération des syndicats nationaux. Louis Chabot, ici, président de la Centrale des syndicats du Québec, la CSQ. Louise Mercier, vice-présidente de la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec, la FTQ. À ma gauche, Paul de Bellefeuille, qui est vice-président du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. Chantal Torti, du Mouvement national des Québécoises et des Québécois. Alors, cette coalition-là va éventuellement s'élargir à plusieurs autres organismes. Alors, devant l'urgence de la situation de contrer le recul du français et le fait que depuis 35 ans d'existence de la Charte de la langue française, il y a eu des affaiblissements, des amendements qui ont affaibli la Charte dans la plupart de ses secteurs d'application. On considère qu'il est essentiel de mobiliser l'ensemble de la société civile autour de l'objectif de faire du français la langue officielle et commune. C'était l'objectif ultime de la loi 101. Assurer l'épanouissement et la survie du français, c'est un droit fondamental du peuple québécois. Et donc, on a établi une série de mesures qui visent à faire du français la seule langue officielle et commune. Donc, tout en maintenant des services gouvernementaux de proximité en anglais pour la minorité historique anglophone, il est essentiel de faire en sorte que le français soit la véritable langue des services publics, des services gouvernementaux. Comme le disait Joseph Ang, dans notre pays, mettre les deux langues sur un même pied, c'est mettre les deux pieds sur notre langue. Alors, si on passe en revue la plateforme de partenaires pour un Québec français, d'une part, il y a des propositions pour renforcer l'Office québécois de la langue française et le Conseil supérieur de la langue française, des organismes créés par la Charte. On considère qu'ils doivent être indépendants le plus possible des partis politiques pour permettre une application constante de la Charte de la langue française. On considère qu'il est essentiel que l'Office ait les moyens et les ressources pour réaliser sa mission en termes de ressources financières et de personnel. La loi 101 faisait du français la langue de la loi et de la justice. La plupart des articles relatifs à cet article-là ont été rendus inopérants par des jugements de la Cour suprême. Mais on considère que c'est important de continuer à proclamer l'intention que le français soit la langue de la loi et de la justice et de s'assurer que tous les jugements rendus par les tribunaux judiciaires, par les organismes exerçant des fonctions quasi-judiciaires, tous les jugements soient traduits à tout le moins en français. En ce moment, il peut y avoir des jugements en langue anglaise et il incombe aux gens de faire la demande pour traduire ces jugements-là en français. La langue de l'administration, d'une part, la loi 101 faisait du français la seule langue de l'administration publique avec les personnes morales, avec les entreprises établies au Québec. Puis effectivement, si on veut inciter les entreprises à utiliser le français comme langue commune, mais que le gouvernement communique en anglais avec ces entreprises-là, ça va être très difficile de réussir à le faire. Donc, on recommande au gouvernement de mettre en vigueur l'article 16 de la loi 101 qui disait que les communications écrites entre l'administration et les personnes morales doivent être uniquement en français. On revendique aussi que plusieurs services gouvernementaux administratifs soient uniquement en français pour les individus, c'est-à-dire en excluant les organismes qui
qui sont sujets à avoir un statut bilingue, ce qui touche la santé, les services sociaux, l'éducation et les municipalités. Par contre, dans les autres services, on considère que ça devrait être seulement en français. Si le Québec n'est pas un État bilingue, si le Québec est un État de langue française, tous ces services ne devraient pas être bilingues. Si on regarde dans le reste du Canada, la grande majorité des services ne sont pas en français, ils sont donnés exclusivement en anglais. Alors, par contre, on maintient tout de même plus de services en anglais pour la minorité historique anglophone que ce qui se fait ailleurs au Canada pour les francophones. Donc, il y a une série de mesures pour renforcer le rôle moteur de l'État pour faire du français la langue commune, la langue de l'espace public. Il y a toute la question des statuts bilingues de plusieurs organismes. En ce moment, il y a une prolifération, il y a plusieurs municipalités qui ont un statut bilingue et qui ne répondent pas aux critères de la loi 101. L'Office a perdu le pouvoir d'intervenir depuis la loi 86 en 1993. Alors, on demande au gouvernement de réintégrer ce pouvoir-là à l'Office de la langue française. Et un point majeur, naturellement, c'est de faire du français la véritable langue du travail. Il y a plusieurs... les principaux syndicats au Québec font partie de la coalition. Alors, pour arriver à cet objectif-là, on doit, d'une part, renforcer le rôle de l'Office, redynamiser les comités de francisation, garantir que les offres d'emploi à l'embauche interne et externe respectent. En ce moment, il y a une prolifération de l'exigence de la connaissance de l'anglais dans les offres d'emploi, souvent de façon injuste et indue. Alors, mais la charte est inopérante à ce niveau-là parce que en ce moment, pour qu'une plainte soit... tout dépend d'une plainte de la personne qui postule à un emploi. Alors, très peu de gens sont prêts à faire une plainte sur leur futur employeur ou l'employeur immédiat. Alors, on propose que l'Office puisse intervenir directement et que lors des rapports pour obtenir les certificats de francisation, que les entreprises doivent donner la liste des postes où on exige la connaissance de l'anglais pour s'assurer que par la suite, si une entreprise exige la connaissance de l'anglais et qu'il n'a pas averti l'Office que ça n'a pas été validé, qu'il ne puisse pas exiger l'anglais ou qu'il y ait un recours plus facile pour les gens qui sont brimés dans leur droit de travailler en français. On propose d'élargir le mandat de l'Office pour s'assurer que l'ensemble des entreprises québécoises, ceux qui ont moins de 100 employés, ceux qui ont moins de 50 employés, soient assujettis aux dispositions concernant les comités de francisation et le processus de francisation. Pour les entreprises de 25 à 49 employés, on propose un processus de francisation allégé, mais qui permette à l'Office de s'assurer que le français est bel et bien la langue de travail. On demande à l'Office de communiquer directement avec les membres des comités de francisation. En ce moment, parfois, l'Office va contacter l'administration et parfois les comités de francisation sont à peu près inexistants ou ne sont pas consultés. Pour les entreprises comptant moins de 25 personnes, l'Office, en ce moment, a le droit d'exiger qu'elle soit soumise à un processus de francisation, mais elle doit faire l'annonce à la Gazette officielle, elle doit avoir l'approbation du ministre. Alors, on demande que la loi soit modifiée pour que l'Office puisse agir auprès des petites entreprises de moins de 25 personnes sans avoir à demander l'approbation du ministre, sans avoir à publier les demandes dans la Gazette officielle du Québec. On demande que l'inspecteur général des institutions financières soit mandaté pour donner aux entreprises l'information dès leur inscription de leur obligation à l'égard de la francisation. On demande aussi que les mesures relatives aux ententes particulières soient abolies. Elles ont été fortement réduites dans les années passées, mais on considère que les mécanismes de la Charte de la langue française permettent
la souplesse nécessaire pour permettre que certains travailleurs issus de l'extérieur puissent fonctionner dans leur langue si c'est impossible de faire autrement, mais on n'a pas à faire des ententes particulières qui multiplient et qui font souvent de l'anglais la principale langue de travail. On doit renforcer la formation linguistique sur les lieux de travail par une série de mécanismes. On considère aujourd'hui, on a vu les 6 multinationales qui contestent l'application de la loi 101 dans l'affichage. On appuie l'Office dans son interprétation et on demande au gouvernement de modifier la loi 101 pour que l'obligation d'accompagner une marque de commerce d'un descriptif en français soit rendue obligatoire. Il y a plusieurs mesures aussi pour faire du français la langue d'enseignement. Et notamment régler le problème des écoles passerelles en appliquant la charte aux écoles privées non subventionnées. Pour ce qui est de la sélection des personnes migrantes, on demande au gouvernement de faire des efforts pour vérifier aussi que le français soit la langue d'usage, que ça soit considéré comme un des critères dans le recrutement et la sélection des immigrants. Et on considère que le gouvernement devrait chercher à diversifier, recruter davantage de jeunes immigrants par des programmes d'études à l'étranger pour permettre davantage de recrutement d'étudiants qui pourront aller dans les cégeps et les universités francophones. Il y a la question aussi du droit à la connaissance du français. En ce moment, il y a 800 000 personnes au Québec qui sont marginalisées à cause de leur analphabétisme fonctionnel. Donc, il faut s'assurer de prendre des mesures pour donner accès à la maîtrise du français à tous les Québécois, à toutes les catégories aussi d'immigrants, comprenant aussi les réfugiés politiques. Et on doit renforcer donner plus de ressources aux écoles qui œuvrent en milieu multiethnique et qui ont plus de travail de francisation à effectuer, renforcer la formation des adultes pour obtenir des services de francisation et d'alphabétisation. On demande au gouvernement de revoir, de faire un bilan pour évaluer l'efficacité de l'enseignement en anglais en première année du primaire. Et on lui demande de revenir sur sa décision d'implanter de façon universelle l'enseignement intensif de l'anglais en 6e année. Alors, ça résume les mesures à prendre dans le milieu de l'enseignement. On considère aussi que tous les documents de formation professionnelle et technique devraient être disponibles en français. Et comme la langue française est avant tout le véhicule de la culture québécoise, on demande donc que le gouvernement poursuive la mise en œuvre de l'agenda 21 de la culture du Québec. Et on considère qu'il devrait favoriser l'établissement d'un conseil québécois de radiodiffusion et de télécommunication, un CRTQ québécois. Et on propose aussi que la loi 101 s'applique aux entreprises sous juridiction fédérale, parce qu'on sait qu'environ il y a plus de 200 000 travailleurs qui ne sont pas protégés par la Charte de la langue française parce qu'ils travaillent dans des institutions sous juridiction fédérale. Alors, en gros, ça résume la plateforme de partenaires pour un Québec français. L'ensemble des propositions font l'objet d'un consensus. Les propositions, les mesures qui ne faisaient pas l'objet d'un consensus n'ont pas été présentées, n'ont pas été proposées. Alors, nous allons maintenant accepter, prendre vos questions. Si vous avez des questions pour un de nos intervenants. C'est une coalition de la société civile qui est indépendante des partis politiques. Et on invite tous les partis politiques à collaborer avec le gouvernement. Je pense que quand on parle des intérêts supérieurs de la nation québécoise, faire du français la langue commune est vraiment reflète les intérêts supérieurs de la nation québécoise et tous les partis politiques qui
se présentent comme des défenseurs des intérêts du peuple québécois devraient appuyer un renforcement et une refonte de la Charte de la langue française. Alors, d'une part, une des premières actions de Partenaires pour un Québec français va être une tournée à travers le Québec pour sensibiliser l'ensemble des régions à cet enjeu-là. La question du français, c'est pas seulement un enjeu montréalais, parce que c'est Montréal qui assure l'intégration, l'accueil des immigrants pour l'ensemble du Québec. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait... Tout à fait. Alors, les gens autour de la table, nous représentons des milliers de personnes. C'est autant d'engagement dans nos milieux, mais effectivement, je pense que de persuader ou d'engager la société civile autour d'un projet commun qui fait en sorte que, vous savez, si on n'avance pas, on recule. Hein, c'est un peu l'analyse que nous faisons au niveau de la langue. Et si Montréal perd la bataille du français, ben, c'est le Québec au complet. Là. Je pense qu'il faut le voir sur cette lunette-là. Bon, j'ajouterais peut-être rapidement, dans une organisation syndicale comme la CSN, il y a tout un travail, entre guillemets, d'éducation à faire dans nos propres rangs. C'est pas parce qu'on prend un engagement pour mettre sur pied une coalition comme partenaire pour un Québec français que la question est réglée dans le mouvement syndical, particulièrement dans les milieux de travail. Alors, dans ce sens-là, bien sûr, il y a une intervention à faire auprès des partis politiques, particulièrement auprès du parti qui est au pouvoir, pour essayer de mettre en place des conditions qui vont permettre justement de faire en sorte que le français avance, particulièrement dans les milieux de travail, mais il y a aussi un travail à faire auprès de nos propres membres. Et dans ce sens-là, une tournée comme celle qui va se mener va nous permettre effectivement de faire ce débat-là avec les travailleuses et travailleurs des milieux de travail. Parce que entre le principe et la réalité, des fois, il y a deux mondes. Il faut être capable de reconnaître qu'aujourd'hui, les jeunes, par exemple travailleurs, quand ils abordent la question de la langue du travail, bien, la question de l'anglais ne se pose pas de la même manière qu'elle s'est posée pour d'autres générations. Pas forcément la mienne, mais d'autres générations qui ont dû se battre pour faire en sorte qu'on puisse travailler en français au Québec. Donc, quelque part, il y a un travail de sensibilisation à faire là, aussi dans nos propres rangs. Le travail qui a été fait aussi par les différentes organisations qui sont là, il y a un travail de terrain à faire. Les collègues le disent. Il ne faut pas prendre pour acquis que tout le monde est au courant de la même manière ou porte le même jugement sur l'état du français au Québec. Chacun porte... puis ce qui est intéressant dans les travaux qu'on a menés, c'est que chacun arrive avec sa vision en fonction des membres qui le représentent, de la réalité du monde du travail dans lequel il évolue. Et la mise en commun nous a permis, je pense collectivement, de voir qu'au-delà de ce qu'on constate sur notre propre territoire ou par rapport à nos propres enjeux, les problèmes relatifs à la langue française ou encore quant aux solutions aussi à apporter pour son soutien et son développement, bien, sont multiples. Donc, nous autres, en tout cas pour notre part, on a appris beaucoup. En dehors du dossier de l'enseignement, il y avait d'autres problématiques. Je pense qu'on a à partager tout ça dans nos propres rangs. Donc, ce travail de sensibilisation doit se faire via des tournées, parce qu'on ne peut pas prendre pour acquis que tout le monde a la même conception de l'ampleur du problème. J'ajouterais, pour être représentant dans le secteur plutôt privé, de beaucoup privés, à la SPQ, déjà en 1983, nous avions un mémoire, on avait présenté un mémoire qui regroupait sensiblement les mêmes exigences ou les mêmes recommandations qui sont faites ce matin par la plateforme. Vous savez que dans les milieux de travail, souvent, dans le secteur manufacturier, hôtelier, etc., beaucoup de personnes migrantes sont là et beaucoup de personnes ne parlent pas du tout le français ou ont un français fonctionnel absolument minimal. Donc, c'est d'autant plus important pour les milieux de travail que le français soit reconnu comme langue du travail pour la simple raison que si nous laissons aller certaines entreprises comme elles sont présentement, le français, à Montréal surtout, va disparaître d'ici quelque temps dans nos propres milieux. Je racontais à Jacques et à Louise tout à l'heure que la semaine dernière, j'étais dans une manufacture pour vêtements pour hommes et sur 125 personnes dans la manufacture, il y avait à peu près 15 personnes qui parlaient français.
Donc, si on a 80 personnes qui parlent 80 langues différentes dans un milieu de travail, on peut s'imaginer comment ils font pour se comprendre, comment le patron peut avoir une emprise épouvantable sur les salariés. Donc, nous, à la STQ, la langue du travail, ça ne peut pas faire autrement qu'être une langue commune. Et la langue commune au Québec devrait être le français dorénavant. De plus en plus, nos exigences devraient être fortes à ce sujet. Merci. Alors, Paul Bellefeuille, du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que le syndicat de la fonction publique et parapublique représente essentiellement des employés des ministères et organismes de l'État. Et très souvent, la première chose que des gens qui arrivent au Québec font, c'est évidemment de s'adresser à la fonction publique, que ce soit pour avoir un permis de conduire ou encore une carte d'assurance maladie. Évidemment, c'est un geste fondamental. Et ce qu'on a observé, effectivement, depuis un certain nombre d'années, c'est un laxisme, en tout cas, quant au message qu'on doit envoyer en tant que peuple, en tant que société, que c'est le français qui est la langue commune. Trop souvent et rapidement, les employés de l'État s'adressent à ces nouvelles personnes-là dans la langue anglaise et je pense que c'est important d'envoyer un message clair qu'au Québec, c'est en français. Bien sûr, c'est pas absolu, puis ces gens-là qui arrivent ont des besoins particuliers et ils savent, bien souvent, on ne leur a pas vraiment expliqué dans quel état ils débarquaient et que le français était la langue commune et une langue importante. Ils arrivent souvent en croyant que c'est l'anglais et je pense que dans ce sens-là, le travail de l'État, de la fonction publique et des différents ministères et organismes devient déterminant et doit se poser en modèle, y compris à l'intérieur des milieux de travail aussi. Les cours qui sont donnés, malheureusement, aux employés, souvent, ça va être plutôt l'anglais qui est favorisé, mais je pense que le français doit l'être tout autant, sinon, évidemment, plus pour les personnes qui ont une connaissance approximative qui arrivent et qui travaillent. Parce que, évidemment, la société québécoise change et on doit faire une place, évidemment, à ces gens-là qui arrivent et qui ont droit à l'emploi, mais évidemment, il faut le faire dans tout un processus et par la mise en place de moyens pour les aider à s'intégrer et à comprendre que le français est la langue commune. Oui, alors je tenais à dire que le Mouvement national des Québécois, des sociétés affiliées, Société Saint-Jean-Baptiste et Société nationale, qui sont présentes dans chacune des 18 régions du Québec. Et nous allons nous faire un devoir de mobiliser, conscientiser nos citoyens. C'est un travail qu'on fait déjà depuis plusieurs années avec beaucoup de conviction. Mais nous étions réunis samedi en instance conférence des sociétés avec des représentants de chacune des régions du Québec. Nous avons adopté cette plateforme et nous sommes très heureux. Je pense qu'il faut souligner ce matin, c'est un effort considérable. Nous, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, Mouvement national, cela va de soi, nous sommes des militants. Nous défendons la cause du français, langue officielle du Québec depuis vraiment de longues années. C'est dans nos gènes. Mais d'avoir réussi ce tour de force, d'asseoir des syndicats nationaux autour d'une table et de développer une plateforme commune, je pense que c'est un document qui représente un travail considérable de discussion, de mise en commun. Et vraiment, si je peux vous remercier, je vous remercie parce que c'est d'un soutien considérable. Et si on peut vous soutenir et de notre côté, vous pouvez nous soutenir, je pense que ce matin, c'est le début vraiment d'actions communes qui s'imposaient et qui... je pense qu'il sera pour un Québec français beaucoup plus vivant, beaucoup plus attirant et vivable aussi. Et il faut souligner que ce qui se passe à Montréal, ça touche l'ensemble des régions du Québec. Parce que d'une part, à mesure on anglicise, on laisse les nouveaux apprenants, les allophones s'angliciser, ils tendent beaucoup plus à quitter le Québec. Alors, si on veut renforcer les régions, la première condition, c'est de renforcer la Charte de la langue française à Montréal et dans l'ensemble des régions. Si on regarde d'autres enjeux comme la question de l'affichage,
si l'ensemble des Québécoises et des Québécois de toutes les régions se mobilisent et décident de privilégier vraiment les commerces qui s'affichent en français, le problème va être réglé très rapidement. Oui, d'une part, il y a l'Union des artistes aussi qui participent à nos travaux, qui devraient se joindre à la coalition en début décembre suite à leur rencontre avec leurs instances. Alors, et il y a d'autres groupes qui vont se joindre à la coalition très bientôt. C'est sûr que la réalité est très différente en dehors de Montréal. Par contre, les gens ressentent la pression, ressentent qu'on leur demande de plus en plus de connaître l'anglais pour pouvoir travailler. Par ailleurs aussi, il y a une inquiétude, les sondages indiquent qu'il y a une inquiétude très réelle quant à l'anglicisation de Montréal, de la région métropolitaine, qui comprend presque 50% de la population du Québec. Alors, je pense que oui, les gens des régions vont être très réceptifs à cette campagne-là parce que le sort du français, il se joue maintenant pour l'ensemble du Québec. Si on ne règle pas le problème maintenant, quand le problème va arriver de façon plus aiguë dans les régions, par exemple, de la capitale nationale, il va être trop tard. Une fois qu'on laisse Montréal s'angliciser, c'est l'ensemble du Québec qui va s'angliciser. J'ajouterais peut-être que dans le milieu de travail où il y a plusieurs façons, méthodes utilisées par les logiciels, l'aérospatiale, etc., les grosses usines d'automobiles qui ne sont pas nécessairement dans la région de Montréal, qui se trouvent en périphérie ou tout simplement dans une autre région complètement. On a vu dans des usines au Saguenay où les logiciels que les salariés utilisaient étaient complètement en anglais. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qu'on demande. L'exigence des ressources qui sont mentionnées là, ce n'est pas juste une ressource humaine, c'est aussi le fait qu'on le sait que ces logiciels-là sont utilisés ailleurs en français. Par exemple, à l'aérospatiale, chez Pratt, chez Bombardier, les salariés, à force de se battre au niveau de leur comité de francisation, ont fini par avoir ces logiciels-là en français, donc ils existent. Alors que même en région, on sait très bien qu'encore dans beaucoup d'usines, il y a ces logiciels-là qui sont encore en anglais. Donc je pense qu'à force d'éliminer ces choses-là, oui, le français va devenir vraiment une langue commune dans les milieux de travail. Et si on les laisse faire de plus en plus, les livres sont en anglais, les méthodes sont en anglais, les logiciels, donc ça fait partie de notre tournée, ça, évidemment. J'ajouterais les effets des nouvelles technologies. En tout cas, pour la fonction publique, par exemple, il y a des centres d'appel qui s'installent maintenant en région, que ce soit le régime québécois d'assurance parentale, par exemple, ou principalement le centre d'appel est à Rouyn. Alors, mais l'ensemble des appels, évidemment, de l'ensemble de la population pour avoir de l'information se rend évidemment à Rouyn, mais évidemment, il y a beaucoup de gens de Montréal qui, sans le savoir, sont répondus par du personnel de Rouyn. C'est la même chose pour Revenu Québec en Gaspésie, pour la Société d'assurance auto qui a ouvert un centre d'appel à Murdochville, où l'ensemble des appels ne sont pas limités à une région donnée, mais à l'ensemble du Québec et se promènent un peu partout. Donc, je pense que cet exemple-là, je crois, nous mène à comprendre qu'il y aura une sensibilité particulière lors de la tournée des régions, parce que de plus en plus de gens sont aux prises aussi avec ce phénomène-là. Il y a deux choses. Effectivement, l'effort est plus grand à faire en région parce que souvent, quand tu n'es pas confronté à une réalité où tu dis tout se passe en français, donc je ne suis pas concerné, mais c'est l'enjeu que c'est un enjeu de société, le français comme langue commune. Et nous sommes la seule province en Amérique du Nord qui a cette caractéristique. Donc, je pense que
il y a un enjeu, comme on le disait tout à l'heure, de sensibilisation, mais je pense qu'il y a une conscience, en tout cas du moins des membres que nous représentons à la CSQ, qu'il faut tous ensemble aller de l'avant sur cette cause-là. D'autre part, juste souligner qu'au niveau de la langue d'enseignement, même si on veut renforcer le fait français à tous les ordres d'enseignement, on ne s'oppose pas à l'apprentissage de langue, d'une autre langue. Au contraire, on pense que ça peut être une richesse en termes de parcours pédagogique, mais je pense qu'il faut faire la différenciation entre protéger et promouvoir une langue commune au Québec et en même temps avoir les apprentissages pour une autre langue. Ce qu'il faut bien expliquer aussi, c'est la distinction entre bilinguisme individuel et bilinguisme institutionnel. On n'est pas contre l'apprentissage d'une langue seconde, de plusieurs langues secondes. Mais si on bilinguise, par exemple, à Montréal, l'anglais intensif en 6e année, déjà, la grande majorité, je pense que les dernières années indiquaient que presque 80% des citoyens à Montréal sont bilingues. Alors, ce n'est pas les mêmes besoins qu'au Lac-Saint-Jean ou à l'extérieur. L'application de l'enseignement intensif, mur à mur, obligatoire partout, va faire en sorte probablement que le seul endroit où ça va vraiment être appliqué, ça va être à Montréal. Puis, compte tenu de la pénurie des enseignants en anglais, ça ne sera pas du tout un résultat constructif pour les régions à l'extérieur de Montréal. Alors, en prenant cela en compte, est-ce que vous croyez qu'il devrait y avoir certaines règles qui sont appliquées à Montréal, mais pas ailleurs, mettons, mais dans ce cas-là, on pense que l'enseignement intensif en 6e année ne devrait pas être obligatoire mur à mur partout, ce qui permettrait justement une flexibilité. C'est sûr qu'il y a des mesures qui devraient être spécifiques à Montréal. Les écoles en milieu multiethnique sont à Montréal, donc il devrait y avoir plus de ressources pour permettre la francisation dans ces institutions.